présenter, accueillir avec grand plaisir Lia Gentil, chercheuse postdoctorale à l'IUD et à l'Institut Douglas, et Christophe Wynne, chercheur d'établissement à l'IUD et professeur associé au département de psychiatrie et d'addictologie et à l'école de psychoéducation à l'Université de Montréal. Leur conférence aujourd'hui s'intitule donc « Le profil des usagers des centres de réadaptation au Québec, une étude descriptive ». Donc, chers collègues, je vous laisse la parole. Donc, c'est un projet qu'on a commencé il y a plusieurs années et qu'on a sollicité beaucoup de centres de réadaptation. Donc, on présente aujourd'hui, en fait, les premiers résultats qui sont surtout de nature descriptive et on veut que cette présentation serve d'amorce aussi pour réfléchir à d'éventuelles questions qui pourraient répondre aux besoins de la clinique parce qu'en fait, les données proviennent principalement proviennent de vous, les intervenants, et donc je crois que c'est c'est dans l'ordre des choses que c'est vous qui guidez aussi nos réflexions dans cette aventure. Donc, je vais commencer un peu pour mettre un peu la table sur tout ça. Donc, on le sait depuis assez longtemps que les gens qui présentent des troubles liés aux substances, c'est seulement une minorité qui consulte des professionnels. Donc, nos chiffres, malheureusement, les plus récents datent de 2012, donc il y a quasiment 9 ans, selon l'enquête de santé sur les collectivités canadiennes, qu'environ 21% des Québécois auraient consulté un professionnel de la santé pour des raisons liées à leur consommation, mais aussi pour des raisons liées à la santé mentale. Donc, on voit que 2012, c'est quand même assez vieux. L'enquête devait être renouvelée en 2020, mais il s'est produit un petit événement qu'on appelle une pandémie, je crois, si vous n'étiez pas au courant. Donc, on a très peu d'études qui ont examiné les déterminants et comment que les gens utilisent les différents services parmi les gens qui présentent un trouble lié aux substances. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, nos études sont souvent concentrées sur des milieux très spécifiques. Par exemple, on va faire une étude dans un hôpital ou dans une clinique où on prend toute la population générale, mais on a souvent souvent le portrait global où les gens peuvent justement aller dans différents types de services. Ils peuvent aller dans des soins plutôt d'ordre psychosocial, d'autres vont aller dans les services médicaux. Mais donc, le fait qu'on a peu l'image du parcours plus global est un manque dans nos connaissances et aussi comment on peut offrir de bons services. Et aussi, les enquêtes épidémiologiques dans la population en général se concentrent, lorsqu'ils examinent les troubles liés aux substances, ils examinent principalement que l'abus et la dépendance. Ils vont rarement dans le terrain des intoxications, notamment des surdoses. Ils vont rarement dans le domaine des troubles induits. Donc, c'est par exemple les psychoses toxiques, les maladies physiques induites, par exemple la cirrhose du foie par rapport à l'alcool. Donc, les enquêtes populationnelles nous renseignent beaucoup sur la situation et sur l'utilisation des services, mais ça reste quand même des données assez partielles et aussi qui datent, comme vous pouvez voir, 2012. Ça fait un certain temps. Donc, quand même, si on veut offrir des services adaptés qui suivent aussi l'évolution de la population et du temps et des nouvelles habitudes, il faudra avoir des données récentes à jour pour bien cerner leur profil. Donc, qu'est-ce qu'une banque de données administrative? Ce sont généralement des données qui sont recueillies de manière systématique par des organisations, souvent à des fins, donc comme le nom le dit, administrative. Donc, c'est pour soit payer des médecins, pour planifier l'offre des soins. Donc, c'est vraiment dans un volet de gestion en tant que tel, plutôt que de recherche, mais ce sont des données que, comme ils les utilisent de manière régulière pour planifier, pour payer, pour à des fins administratives, on s'est dit que ça pourrait aussi être intéressant d'utiliser ce type de données à des fins de recherche en tant que tel. Donc, je laisse la parole à Alia. OK. Donc, comme Christophe a dit, nous avons utilisé la banque de données administrative, les BDA, que vous allez entendre plusieurs fois dans cette présentation, BDA. Donc, quels sont les avantages de ce type de source de données? Donc, en effet, ils sont moins coûteux que les enquêtes. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà recueillis et en plus, on peut avoir les tailles, une très grande taille. Par exemple, au Québec,
on a les BDA de la RAMQ qui on peut avoir une taille très grande de toutes les populations couvertes par le régime d'assurance maladie du Québec. En plus, on pourrait dire que ce type de source de données a une qualité élevée parce qu'on peut avoir des BDA de plusieurs sources. Par exemple, ici au Québec, on peut avoir pour les services qui sont utilisés dans les CLSC, on peut avoir des données qui viennent dans le centre de réadaptation. Et aussi, ils ont des mises à jour fréquentes. Donc, chaque année, ils font des mises à jour. Donc, ça dépendant de l'année que vous voulez, vous pouvez utiliser à partir de 1996 jusqu'à 2020. En plus, on voit que ce type de données, on peut être utilisé pour les études longitudinales. Donc, on peut suivre les individus pour plusieurs années. Donc, on a aussi la possibilité de faire le jumelage de banques de données qu'on va présenter tantôt et qui va être plus clair pour vous. L'autre avantage qu'on a, c'est concernant l'affaire, les informations, parce que souvent les enquêtes ont des problèmes de liés des informations comme les liens de déséquilibre social et de sélection. Dans les sources de données, les PTA comme sources de données n'ont pas vraiment ce type de liens. En plus, on peut avoir des diagnostics des troubles mentaux, des diagnostics de TLSI, des maladies chroniques physiques ou des maladies aiguës. Et aussi, comme je dis tantôt, comme on peut avoir une taille imposante, on peut aussi avoir une puissance très grande pour notre échantillon. En plus, on pourrait faire des analyses longitudinales plus approfondies. Donc, quel serait l'objectif de notre présentation aujourd'hui? Ça serait vraiment à partir de notre source de banque de données administratives jumelées, notre base de données, de décrire les profils des personnes qui ont utilisé les centres de réadaptation au Québec. On a fait 14 centres de réadaptation. Qui ont utilisé dans l'année 2012-2013. Et après, l'autre deuxième objectif, ça serait de discuter avec vous des potentiels de notre base de données qui a été constituée pour répondre à questions pertinentes pour la pratique clinique. Donc, je vais présenter la méthodologie, mais ça, je vais donner la parole à Christophe pour cette diapo. Merci. Oui, c'est bon. Diapo très chargé, mais on va passer à travers le tout. Donc, pour l'année 2012-2013, donc c'est l'année financière qui commence le 1er avril 2012 qui se termine le 31 mars 2013. Nous avons sollicité tous les centres de réadaptation aux dépendances et 14 sont répondus à l'appel pour nous fournir tous les données de tous les usagers qui ont transité par leur service durant cette année financière. Donc, on a pu avoir les données de 32 538 individus. À partir de cette liste fournie par les 14 centres de réadaptation, nous sommes allés cogner à la porte notamment de la RAMQ pour avoir accès à différents fichiers de ces 32 538 personnes. Et donc, et là, c'est la partie qui va être un peu difficile à retenir, mais il faut penser que toutes nos données portent sur des personnes qui ont passé à travers des centres de réadaptation en 2012-2013, mais on a demandé des données de la RAMQ qui couvrent de plusieurs années différentes. Donc, c'est dépendant des bases de données. Donc, ça peut partir de 1996, ça peut partir un peu plus tard. Et on a demandé jusqu'en 2016 pour la première partie de l'étude. Il faut savoir qu'on a demandé récemment d'obtenir les années jusqu'en 2021. Donc, notre base de données va s'élargir sur une période allant au plus tôt en 1996, au plus tard jusqu'en 2021. Mais pour l'instant, les données sur lesquelles on travaille portent jusqu'en 2016. Donc,
il y a 5 bases de données au niveau de la RAMQ qu'on est allé chercher, qu'on a collé par rapport à ces 32 538 individus grâce à leur numéro d'assurance maladie qui a permis de jumeler toutes ces bases de données-là. Et aussi, on a aussi demandé d'avoir les données de 2008-2009, dépendant de la création de la date de l'implantation du CIC-SRD. Donc, c'est la base de données des centres de réadaptation, le CIC-SRD, de 2009 à 2016. Et nous avons aussi cogné à la porte de l'Institut de la statistique du Québec, donc l'ISQ, pour avoir les données de mortalité depuis 2012 à 2017. Donc, nous avons soumis toutes ces bases-là. Donc, l'IA va vous présenter chacune des bases des banques de meilleurs individuels, mais ça, c'est juste pour vous donner le portrait global, la vue d'ensemble que, finalement, à partir des personnes qui ont transité en 2012-2013, nous avons recueilli plusieurs informations de plusieurs bases de données couvrant une période de quasiment 20 ans. Donc, j'espère que vous avez compris, mais là, je vous laisse. Donc, je vais commencer avec le fichier FIPA et ensuite, je vais donner la parole à l'IA. Donc, le FIPA, c'est un fichier d'information qui permet de connaître un peu les données sociodémographiques de la personne. Donc, lorsque vous remplissez votre petit formulaire pour renouveler votre carte de campus, c'est généralement le genre de données qui est extraite et qui est envoyée dans ce fichier d'inscription des personnes assurées. Donc, évidemment, il y a votre âge, votre sexe, votre date de naissance et votre code postal. Le code postal peut paraître un peu drôle comme information, mais en fait, c'est que le code postal a 6 positions, donc le lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, permet de savoir en fait donc où vous habitez, évidemment, mais on peut les coller par rapport à des informations provenant du recensement canadien que j'espère que vous avez tous rempli il y a un mois. À partir des données du recensement, on peut deviner les gens qui partagent le même code postal, quel est leur indice de défavorisation matérielle et de défavorisation sociale. Donc, par exemple, c'est basé sur la moyenne des personnes qui vivent seules, qui ont des enfants, leur niveau de scolarité, leurs revenus, est-ce qu'ils ont un emploi ou non. Donc, toutes ces informations qu'on alimente le recensement canadien, on peut ensuite les coller au code postal de la personne. Évidemment, c'est un proxy du quartier, ou même pas du quartier, des 3-4 coins de rue où habite la personne et non de la personne elle-même. Mais généralement, on devine que les gens partagent quand même les caractéristiques de leurs voisins. Donc, c'est à partir du code postal, on peut dériver d'autres variables, en fait, provenant de d'autres sources de données. Donc, dans ce cas-ci, le recensement canadien permet d'avoir la défavorisation matérielle et sociale. Donc, je vais présenter un autre banque qui provient aussi de la RAMQ, qui c'est le service rémunéré à l'acte. Quel type d'information nous avons cette banque? En effet, nous avons information concernant les consultations médicales. Donc, si la personne était consultée, par exemple, le 28 juin 2012, on va avoir la date de consultation et aussi le lieu où elle a eu cette consultation. Par exemple, dans une clinique privée ou que ce soit à l'hôpital, dans une clinique externe. Aussi, on peut avoir les diagnostics. Donc, elle a consulté le 21 juin 2012 pour une dépression dans une clinique privée. Et aussi la spécialité du professionnel qui a consulté. Ça pourrait être, par exemple, un praticien, un psychiatre ou d'autres spécialités. Par rapport à l'autre banque que nous avons, c'est le banque concernant les hospitalisations, qui provient aussi de la RAMQ, c'est le MEDECO. Dans le MEDECO, on peut savoir la date d'hospitalisation et la durée de séjour. Donc, si moi, j'étais, par exemple, hospitalisée le 25 décembre 2013 et mon congé était le 28 décembre, on peut avoir la durée d'hospitalisation et aussi les diagnostics qui est lié à cette hospitalisation. Par exemple, moi, j'étais hospitalisée en raison d'intoxication locale, mais j'avais aussi des diagnostics reliés à cette hospitalisation, comme par exemple la cirrhose du foie. Et là, on peut retrouver ce type d'informations. Concernant l'utilisation des services à l'urgence,
On a la banque commune des urgences, c'est le BDCU. Dans le BDCU, qu'est-ce qu'on va trouver comme information? On va trouver la date de visite à l'urgence. On a mis seulement quelques variables ici, mais en effet, on a plusieurs informations de visite à l'urgence. Donc, on a mis les principales et ce que nous avons déjà utilisé dans les études, qui c'est la date que la personne a visité l'urgence, la raison de visite. La raison de visite, c'est plutôt l'infirmière qui met dans la raison, par exemple, si vous avez visité l'urgence pour des idées suicidées, pour une céphalée, pour avoir, par exemple, une intoxication locale. Et par la suite, on a le diagnostic de cette visite. C'est plutôt les médecins qui mettent en code avec les diagnostics au début et les diagnostics à la fin de la visite à l'urgence. Quand vous recevez le congé de la visite à l'urgence, la majorité, il n'a aucune orientation, mais une partie de la population, ça peut être orienté au CLSC, ça peut être orienté au médecin de famille. Et là, vous avez trouvé un code pour dire à cette personne a été orientée lors de son congé à l'urgence au CLSC ou au médecin de famille. Nous avons aussi un autre banque, c'est le registre de traumatisme au Québec. Et là, vous pourrez repérer la date, l'heure du traumatisme et aussi la cause externe du traumatisme, qui ça pourrait être plusieurs comme un accident de véhicule à moteur, mais on peut repérer aussi les locaux comme la municipalité qui était reliée au traumatisme et les traitements du traumatisme. Donc, en soins intensifs, les traitements pour une hospitalisation, on peut aussi avoir des codes avec ces informations. Donc, moi, je laisse la parole à Christophe parce qu'il aime beaucoup ça. Oui, j'adore les tableaux compliqués. Non, en gros, pour ceux qui ne savent pas, en fait, les centres de réadaptation en dépendance colligent également des données administratives. Donc, il n'y a pas juste les services médicaux de la RAMQ, mais il y a aussi les données les données psychosociales. Il y a aussi le ICLC, mais on ne va pas aborder dans le cadre de cette présentation-ci. Donc, le cycle SRD, donc, nous avons évidemment la fiche usagée avec ces données sociodémographiques, donc sexe, date de naissance. Et donc, à partir de là, il y a un deuxième fichier qui est la demande de service. Donc, c'est le moment, c'est vraiment un volet hyper administratif. En fait, c'est lorsque le centre reçoit la demande de service et la raison et à partir de là, une décision va se prendre sur quel est le type d'épisode que la personne aura besoin. Donc, à partir du fichier de demande de services et d'épisodes, nous pouvons aussi calculer le délai que ça prend entre le moment que la demande est faite et lorsque la personne reçoit pour la première fois le premier épisode de soins. Donc, la personne peut donc soit se retrouver dans une intervention individuelle ou en groupe. Donc, on peut savoir la raison, le type de suivi. Donc, toutes les informations, mais vraiment à des détails très, très fins liés à l'intervention, qu'elle soit seule ou en groupe. Ou il y a aussi la possibilité que la personne soit hébergée, que la personne soit en fait en interne, avec aussi le même type d'information du moment de leur arrivée, leur raison d'admission, pourquoi ils sont partis aussi. Donc, on a beaucoup d'informations de pourquoi les gens ne sont pas restés dans les services. C'est la même chose aussi dans le volet intervention. Donc, les 5 fichiers que vous voyez en turquoise, si je ne suis pas daltonien, c'est vraiment des fichiers qui se communiquent entre eux. Donc, ça permet donc de renseigner sur le parcours que prend la personne à travers le centre de réadaptation. Il y a un 6e fichier, en fait, qui s'appelle le fichier dépendance, qui est un peu à part des autres fichiers. Et en fait, le fichier dépendance est lié donc au fichier d'information, mais n'est pas lié au service. Donc, ça, c'est un des limites de notre étude, mais aussi de la banque de données en tant que telle, c'est que le fichier dépendance n'est pas
on ne peut pas tant l'associer avec les autres fichiers si ce n'est que de la date. Mais là encore, il y a beaucoup de problèmes potentiels avec ça. Mais en même temps, on peut savoir quelle est la date de la première évaluation, quel est le type d'abus de dépendance. Est-ce que c'est lié à une substance ou ça peut être aussi lié à tout ce qui est dépendance comportementale, le jeu, la cyberdépendance, Internet. Donc, quel est le niveau de soins requis? Est-ce que c'est une clientèle avec des besoins spécifiques? Par exemple, est-ce que ce sont des femmes enceintes? Est-ce que c'est une famille monoparentale ou est-ce que c'est une personne vivant une situation d'itinérance? Donc, et en fait, la fiche dépendance, la plupart des données, en fait, sont extraites des informations qui proviennent d'instruments standardisés, par exemple l'IGT ou même à l'époque le GAIN avant que ce soit arrêté. Mais donc, ça permet de caractériser davantage les besoins en dépendance de la personne. Donc, en bleu foncé, c'est plus par rapport à ses besoins en tant que tel, et en turquoise, plus le type de service que la personne aurait reçu. Par contre, comme toute méthodologie, il y a certaines limites et certaines informations qu'il faut savoir avant qu'on vous présente les données. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite, pour que vous ayez ça déjà en tête. C'est que ce n'est pas tout le monde qui passe par les centres de réadaptation qui vont forcément avoir accès à un médecin. Par contre, on a quand même une période de 20 ans, donc on a quand même 35 usagers dont on n'a pas pu retracer dans les données de la RAMQ les services médicaux, aucune hospitalisation qu'on a retrouvée dans les dossiers. Par contre, on a leur niveau d'assurance maladie, donc ils existent, mais ces personnes-là n'auraient pas consulté. Mais ceci nous renseigne quand même que la vaste majorité, presque tout le monde, va aussi passer par un service médical au cours des années. Il y a aussi des données manquantes liées au diagnostic. Donc, même si les médecins, en fait, les médecins ne sont pas dans l'obligation de poser un diagnostic lié à l'acte médical ou le service médical, mais généralement, ils le font quand même assez bien. On voit que dans les hospitalisations, il n'y a pas cette grosse problématique-là. Tous les médecins remplissent les diagnostics. Pour les services rémunérés à l'acte, ça peut aller à un taux de 8,5 et pour la BDCU, la Banque sur les urgences, ça monte à 13,6. Il faut savoir aussi que à partir de 2018, ce n'est pas encore le cas dans nos données, mais quand on va aller au-delà de tout ça, lorsque les médecins ont passé par une fiche électronique et non une fiche papier pour remplir leur diagnostic, il y a eu le problème que les diagnostics sont trouvés complètement à la fin du formulaire et ce n'était plus une case obligatoire. Donc, il est possible qu'on va avoir plus de données encore à partir de 2018, mais il semblerait que la situation a été réglée l'année suivante pour une meilleure rectification. Donc, il faut savoir que dans les banques de données, lorsque nous avons des données manquantes, c'est vraiment des données que nous n'avons pas. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de diagnostic, ce n'est pas une absence de diagnostic, mais plutôt que l'information n'a pas été enregistrée par le médecin. Ceci est une chose à retenir de tous les résultats qu'on va donner. Ce sont des choses qui ont été rapportées par l'intervenant ou par le médecin qui fournit la donnée, qui le rend dans le système. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'information que ça veut dire que la personne n'a pas reçu le soin ou n'a pas reçu le diagnostic ou n'a pas consulté. Des fois, c'est juste le fait que l'information n'a pas été enregistrée dans le système. Donc, c'est une petite nuance qui est quand même importante à saisir pour comprendre un peu ces banques de données-là. Donc, on va commencer déjà à expliquer dans les 15 prochaines minutes l'ensemble du profil, pourquoi vous êtes là. Donc, je vais laisser la parole à Lia. OK. Donc, si on regarde concernant les profils sociodémographiques de notre base de données, qu'on a vraiment trouvé que la majorité provient de la région de Montréal, donc ce n'est pas vraiment étonnant. Et le deuxième prévalence, c'était pour la région de Montérégie, suivi de la capitale nationale. Concernant la répartition selon le type de région, donc comme c'est la région universitaire, c'est le plus prévalent, donc qui englobe aussi la région vraiment Montréal, Québec.
par la suite, c'est les régions périphériques qui s'est représentée pour la Montérégie. Si on regarde les groupes d'âge, l'âge plus prévalent dans notre base de données, on voit que la majorité sont des personnes ayant l'âge entre 25 et 44 ans, suivi entre 45 et 64 ans. Et je voudrais juste rajouter là-dessus que dans les enquêtes populationnelles et les enquêtes épidémiologiques, on a tendance à surtout travailler sur la consommation même et non sur les troubles liés aux substances. Donc, c'est quand même une nuance importante parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres liés à la consommation dans les enquêtes, c'est surtout les 18-24 ans qui sont majoritaires, qui sont en plus grande proportion là, et on trouve très peu de gens dans les 25 ans et plus. Mais quand on regarde dans l'utilisation des services et les gens qui ont reçu des diagnostics, on voit que c'est les tranches d'âge plus élevées. Donc, ceci renseigne aussi que c'est eux qui ont un aspect développemental dans tout ça. Je m'explique un peu. C'est pour ça que je vous ai mis des petits icônes un peu. C'est que lorsqu'une personne de 18-24 ans consomme de manière excessive ou a des problèmes là-dessus, donc par exemple boit trop, est en lendemain de veille assez court et tout, se paye un OnlyFans et compagnie. Donc, ce sont des choses qu'on perçoit comme normatifs des adultes émergents ou que c'est l'âge de faire ce genre de choses. Alors que si on est beaucoup plus âgé, c'est perçu comme en décalage. Donc, la même consommation problématique chez un 18-24 ans n'est pas perçue de la même manière par la société dans les tranches d'âge plus âgées. C'est la raison aussi pourquoi ils auraient plus tendance à être captés, mais il y a aussi le fait que les 18-24 ans ont moins tendance à consulter de manière générale, alors que plus qu'on vieillit en âge, plus qu'on a des problèmes de santé physique qui font en sorte qu'on est de plus en plus en contact avec les services en tant que tels. Donc, pour le sexe, donc, nous avons surtout des hommes, ce qui représente un peu ce qu'on voit dans les études. Vous voyez ici, ça, c'est un des problèmes, notamment des banques de données administratives, c'est qu'on n'a pas encore de données sur l'identité de genre. On est vraiment plus dans un sexe binaire, donc nous ne savons pas combien de personnes trans nous avons, ou non-binaires, non conformes au genre ou fluides, où les bispirituels ne sont pas captés malheureusement dans ces banques de données-là, mais on voit que d'un point de vue hétéronormatif, on est plus dans une population majoritairement masculine. Oui, concernant l'occupation, donc si on regarde le tableau, l'histogramme, on voit que la majorité, il va vraiment aucune occupation. Donc, soit ils sont à la recherche d'emploi, soit ils sont dans l'invalidité comme handicapés, ou ils sont dans le congé maladie. Mais on voit quand même que le travail soit à temps plein, à temps partiel, et ça provient aussi très prévalent, environ 30% de la personne. Et par la suite, on a les personnes qui sont à les études, soit temps plein ou temps partiel. Concernant la situation de vie, on presque la même prévalence pour les personnes qui vivent seules ou qui vivent avec des personnes apparentées, que ça peut être une colocataire, une sœur, une frère, une amie. Donc, la prévalence est presque la même. Pour les profils des usagers concernant les caractéristiques cliniques que je vais vous présenter, les principaux types de dépendance qu'on a trouvés dans notre base de données. Donc, les principaux types de dépendance étaient la dépendance à l'alcool, donc soit plus de la moitié de la population, soit 62,3%, suivi du cannabis et de la cocaïne. Donc, vous pouvez aussi voir concernant... oui, vas-y, Christophe. Je vais mettre la diapo. En fait, c'est qu'il faut savoir qu'ici, nous avons juste mis la dépendance principale, la raison pourquoi ils ont consulté, mais il faut savoir que ce n'est pas des catégories qui sont mutuellement exclusives. Donc, la personne peut avoir, par exemple, un problème d'alcool et de cannabis, mais serait classée pour alcool si jamais c'était
sa problématique principale, ou si sa principale, c'était cocaïne, mais on consomme aussi autre chose, on va mettre cocaïne. Donc, il faut savoir que cette figure-là, on a juste mis la principale, mais c'est pas les... mais qu'il y a beaucoup de polysubstances et de polydépendances qu'il faut considérer. Oui, donc pour les diagnostics, on a mis aussi les diagnostics posés pour un médecin, mais c'est juste comme la dépendance. Donc, on a mis vraiment les principales, mais ça peut être que la personne a plus de deux diagnostics, soit un trouble mental courant, comme la dépression, l'anxiété, les troubles d'adaptation, ou une trouble mentaux. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé dans notre base? C'est que les personnes qui ont des troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété et les troubles d'adaptation, sont presque la même prévalence que les troubles liés aux substances psychoactives. Oui, donc par rapport aux troubles mentaux qui ont été, pour découper ça un peu plus, il faut savoir également que, comme Lia vous l'a mentionné, ce ne sont pas des catégories qui sont mutuellement exclusives. Les gens peuvent avoir plus qu'un seul diagnostic. Ils se sont donné qu'on a extrait surtout de la RAMQ et de Médéco. Juste pour vous dire, la BDCU aussi pourrait nous renseigner à partir de 2014, mais on n'avait pas les informations avant. Donc, pour l'instant, on va se rabattre sur RAMQ et Médéco, mais ce sont aussi des diagnostics posés par un médecin. Donc, si la personne voit uniquement un psychologue, mais il ne passe pas par le circuit médical pour un problème de santé mentale, il n'apparaît donc pas sur cette figure-là. Donc, on voit quand même que c'est l'anxiété qui c'est quasiment le corps de la population à l'étude, donc de nos 32 500 participants qui auraient donc un trouble anxieux diagnostiqué. Je le souviens, c'est des diagnostics posés par un médecin, suivi des troubles dépressifs. Donc, et on a quand même un taux quand même très élevé de schizophrénie et de troubles bipolaires. Donc, juste pour vous remettre en ordre populationnel maintenant, donc on est dans une échantillon très clinique, mais la schizophrénie, c'est généralement 1% de la population, les troubles bipolaires 2%, alors que nous, dans notre échantillon clinique, nous montons à des taux de 8%. Les troubles de personnalité sont aussi très présents également. L'absence de le TDAH est très faible parce que c'est aussi une question d'âge. Ce n'est que depuis 2013 que le diagnostic de TDAH est de plus en plus donné à des adultes, alors que c'était à l'époque un diagnostic réservé à l'enfance et à l'adolescence, ce qui explique aussi pourquoi on a très peu de TDAH diagnostiqués. Ça vient aussi du phénomène que c'est un diagnostic qui a été ouvert aux adultes que très récemment, en fait. Et donc, il faut savoir que les taux de diagnostic de troubles liés aux substances, donc là, vous devez savoir que nous sommes dans un échantillon où les gens consultent dans un centre de réadaptation en dépendance. Donc, techniquement, on devrait voir 100% partout, ou presque, si on enlève les gens qui sont là pour le jeu ou pour Internet uniquement, même s'il y a quand même beaucoup de comorbidité là-dessus. On peut voir que si on parle juste de l'hospitalisation, ça s'appelle 16% qui sont captés par l'hospitalisation pour les troubles liés aux substances. Pour la RAMQ, on monte à 38%. Si on prend l'un des deux, ça monte à 43%, mais ça donne très peu d'informations. Finalement, on se rend compte que ces personnes-là sont peu diagnostiquées en tant que telles, alors qu'en théorie, ils devraient tous l'être, ou presque. Et alors qu'avec le CSRD, on monte plus dans quelque chose qui est plus près, considérant que nous avons quand même sélectionné des gens qui sont dans des centres de réadaptation en dépendance. Et comme là, je vous présente les données de 2012-2013, de l'année index, nous n'avons pas encore la donnée de BDCU parce que la banque a existé à partir de 2014. Et si on regarde le nombre de troubles mentaux, donc ça, c'est, comme je disais, c'est l'anxiété, la dépression, la schizophrénie, les troubles de personnalité. Donc, on exclut les troubles liés aux substances. Donc, on voit que environ la moitié ont au moins un trouble et il y en a quand même 13% qui ont deux autres troubles mentaux autres que l'abus et la dépendance, en fait. Là, je vais laisser Lia poursuivre pour les maladies chroniques. Donc, si on regarde nos données en 2012-2013, on voit qu'environ un cas
sont des usagers qui ont une maladie chronique physique, donc qui ne fait que cette maladie. En effet, on a environ 11% qui sont des personnes qui ont soit un infarctus, une arythmie, une hypertension. Et aussi, si on regarde notre banque, on voit qu'il y a une autre partie qui ont des maladies pulmonaires chroniques et des maladies de foie, qui ça englobe les cirrhoses, et hépatite induite par le col et d'autres maladies du foie. Concernant la mortalité, tu veux? OK, oui. Donc, on peut voir que quand même, la moitié, en même temps, il faut savoir que on parle de 1120 individus ici, donc qui sont décédés entre 2012 et 2016, mais que quand même, il y a quand même une bonne portion donc, des gens qui sont en fait décédés par des traumas, donc c'est ce qui est en mauve. Les troubles liés aux substances, c'est surtout lié à des surdoses, en fait, et qu'environ l'équivalent d'un tiers de notre population sont décédés de ces causes-là, donc quasiment 20% de suicide. Donc, la moitié des personnes décédées sont mortes de causes accidentelles ou de causes qui sont non liées à des maladies en tant que telles, à la suite d'une complication des maladies. Donc, c'est quand même assez interpellant, qui sont aussi des décès qui auraient pu être évités en tant que tels, qui sont liés surtout à des accidents et à des traumas en tant que tels. Et aussi, le 20% de suicide est quand même un chiffre très interpellant en tant que tel pour notre population. Et là, on va accélérer un peu parce que je vois qu'il nous reste 3-4 minutes pour parler des utilisations des services. Donc, on a vu que quand même pour l'année 2012-2013, donc uniquement cette année-là, la moitié de ces personnes-là sont passées à l'urgence. 32% ont fait une à deux visites et quand même, il y a quand même 18%, une personne sur cinq quasiment, qui ont fait plus que 3 visites dans l'année à l'urgence pour toute raison. Donc, ça peut être autant pour des problèmes de dépendance que pour des problèmes de santé physique aussi. Et on aurait environ 19% qui auraient été hospitalisés. Donc, on voit que c'est surtout les problèmes de santé physique qui étaient la cause de l'hospitalisation. Et quand même, il y a 12,8%. Donc, que le médecin avait vraiment spécifié que l'hospitalisation, il y avait une composante liée aux substances. Il faut savoir aussi que Medico, la banque d'hospitalisation, l'une des rares qui nous permet de poser plus qu'un seul diagnostic. On peut aller jusqu'à 14 diagnostics, donc ça permet en fait de mieux cerner en fait l'épisode de soins, alors que le fichier des services rémunérés à l'AC, on ne peut poser qu'un seul diagnostic. Et là, je vais laisser Lia continuer. Oui, concernant les consultations chez un praticien psychiatre, qu'est-ce que nous avons trouvé? Pour toute raison, la majorité avait une consultation chez les hommes praticiens ambulatoires. Donc, ça veut dire que ces personnes ont consulté hors de l'urgence, hors d'une hospitalisation. Et aussi, on a une grande partie qui a consulté la majorité des hommes praticiens en clinique privée. Donc, une seule proportion autour de 22% a eu de consultation pour toute raison avec une psychiatre ambulatoire. Donc, cette diapo présente vraiment les consultations auprès des hommes praticiens et psychiatres, mais hors de l'urgence et hors d'hospitalisation. C'est quand même assez intéressant de voir quand même qu'ils sont quand même ils consultent quand même au niveau médical. Donc, pour avoir une vue d'ensemble, c'est important de voir autant les services psychosociaux que les services médicaux quand on veut regarder l'utilisation des services dans le parcours de ces usagers. On va finir un peu sur la continuité des soins médicaux. Ça, c'est juste un exemple. Il faut savoir qu'il existe d'autres méthodes pour permettre de calculer un peu si la personne reçoit une bonne continuité des soins. Il y a des indices qui ont été créés. Par exemple, on peut savoir aussi le nombre de... Est-ce que la personne voit le même médecin ou la personne magasine, entre guillemets, ses médecins vont d'une clinique à l'autre, ou il y a vraiment un suivi avec le même omni ou le même psychiatre. Il y a aussi des questions de délai. Est-ce que la personne, par exemple, à la sortie de son congé, et ça, c'est un exemple ici, est-ce que la personne va voir un médecin à la suite de l'urgence, d'un congé de l'urgence ou d'un congé d'hospitalisation? Et on voit ici que
22% des gens qui sortent de l'urgence vont voir un médecin à l'intérieur de 7 jours et 39% à l'intérieur de 30 jours. Et à l'hospitalisation, c'est 15% à l'intérieur de 7 jours et 35% à l'intérieur d'un mois. Mais en même temps, ça, comme je vous l'ai dit, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et je pense que plus tard, on pourra en discuter et Marie-Josée, qui est présente parmi nous, pourra vous en parler davantage. Et rapidement, juste pour vous rappeler un peu l'ensemble, c'est que donc on peut avoir étudier l'utilisation des services, le parcours des gens qui ont consulté en centre de réadaptation à travers le jumelage de ces données-là. Pour l'instant, on sait que nous sommes en présence d'une population majoritairement masculine, âgée de 25 ans à 44 ans, qui sont pour la plupart sans aucune occupation, dans le sens active, donc ils ne travaillent pas, ou sont à la recherche d'emploi, ou sont incarcérés, ou sont en situation d'itinérance, ce sont des personnes qui vivent très seules. On voit quand même que l'alcool, c'est la majeure. Pourquoi les gens consultent en centre de réadaptation? Les comorbidités liées aux troubles mentaux, les troubles concomitants sont quand même très élevés. Ça, je ne surprends personne. Mais qu'il faut vraiment s'intéresser notamment aux maladies physiques. Donc, pas juste les troubles mentaux dans cette population-là, étant donné que c'est quand même leur principale raison d'hospitalisation. Et on se rend compte quand même que dans la même année qu'ils étaient au centre de réadaptation, la moitié ont visité l'urgence et près de 20%, 19% ont été hospitalisés. Donc, pour l'instant, avec Marie-Josée et son équipe, nous avons commencé à faire plusieurs études, poser des questions de recherche. L'idée première, on s'est beaucoup focalisé sur le cannabis parce que nous avons eu un financement des PUDS, donc le programme d'usage et dépendance aux substances de Santé Canada, géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on a voulu savoir, d'abord, est-ce qu'il y avait des profils, des types d'usagers, une typologie des personnes qui auraient été suivies dans un centre de réadaptation et ayant un trouble lié au cannabis. Et aussi, on voulait savoir qu'est-ce qui pourrait déterminer que certains ne consultent pas l'urgence alors que d'autres vont le faire une fois, deux fois et d'autres vont le faire trois fois et plus. Donc, mais ça va être une étude plus longitudinale où à partir des gens qui sont apparus en 2012-2013, que sont leurs visites à l'urgence dans les années subséquentes. On va aussi partir des études sur mieux comprendre pourquoi certaines personnes reçoivent le diagnostic par un médecin alors que d'autres ne le reçoivent pas. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils échappent ou pourquoi l'information n'est pas enregistrée. Et il y a une étudiante postdoctorale de Marie-Josée, Dieta, qui travaille notamment sur les idées et tentatives de suicide dans cette population. Donc, on va d'abord, je pense que Lia veut faire des petits remerciements. Donc, je la laisse. Donc, je voudrais remercier vous, votre présence ici par rapport à Béninet, mais aussi je remercie Auguste Lévy pour la bourse que j'ai reçue pendant ma formation en postdoctorat. Et aussi, on voudrait remercier les programmes, les postes qui a financé notre projet de recherche, en plus les réseaux québécois sur le suicide du ministère de la Santé et aussi les 14 centres d'adaptation qui ont nous aidé dans la collecte des données. Donc, je laisse maintenant la parole à Anne-Claude. Oui. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très, très intéressante. Comment vous préférez? Est-ce que vous préférez lancer vos questions? Parce qu'on a une question, en tout cas dans le Q&A. Donc, pour répondre à Mme Piché, en fait, on va publier ces différents résultats-là à travers des articles scientifiques qui sont en cours de préparation. Les deux premiers sur le cannabis sont déjà soumis. Donc, vous allez voir apparaître ces données-là dans les prochaines années à travers des publications et d'autres présentations, on l'espère. Et pour répondre à Marjolaine Spectre de Rue, oui, le PowerPoint pourrait être disponible, la présentation est disponible sur le site web du risque, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, vous pourrez entendre nos charmantes voix commenter le tout. Donc, ou sinon, peut-être qu'une partie de la question s'adressait à Émilie, mais je pense que les autres présentations seront disponibles dans les prochains jours, semaines également.
Donc, Ilia et Christophe avaient préparé des questions, en fait, qui s'adressaient à vous, cher auditoire. Je pense que l'objectif était d'entrer en communication avec les milieux de pratique à travers ce webinaire. Donc, il vous lance 3 questions. Peut-être vous pourrez intervenir pour y répondre ou encore poser vos propres questions. Il nous reste environ une dizaine de minutes pour ça. Donc, premièrement, est-ce que ces profils reflètent ce que vous voyez dans votre pratique clinique? Est-ce que ce qu'on vous a dit reflète ce que vous voyez? Quelles sont les questions cliniques auxquelles vous aimeriez qu'on réponde à partir de cette base de données jumelée? Et enfin, quels seraient les thèmes à prioriser selon vous pour éclairer, pour aider votre pratique plus précisément? Donc, on peut vous laisser l'espace nécessaire pour répondre aux questions, pour répondre à ces questions. En attendant d'avoir d'autres questions ou des interventions, moi, j'en aurais une question. C'était super intéressant. Quand vous avez passé rapidement, évidemment, là, parce que vous avez peu de temps pour parler de tout, quand vous avez présenté le profil socio-démographique des participants, il y avait en fonction des statuts d'emploi un petit peu, il y avait un 7,5 % en situation d'incarcération, itinérance, etc. Là. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y aurait, selon vous, il y aurait une pertinence ou un intérêt à ventiler cette catégorie-là? Parce que je me dis, assurément, ces personnes-là ont des besoins particuliers. Donc, on sait quand même que l'utilisation de substances est très présente dans ces contextes-là. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités à ce niveau-là? Comment vous voyez cet aspect-là dans votre étude? En fait, c'est que là, ces données-là, on les a quand même regroupées pour pas noyer les gens dans des statistiques non plus. Mais c'est vrai qu'il faudra qu'on retourne dans le cadre normatif, mais de mémoire, je pense que l'itinérance et l'incarcération sont deux systèmes, deux variables qu'on peut désagréger si tu veux suivre pas la population judiciarisée, par exemple. C'est possible. Mais pour l'instant, on a comme fusionné, donc c'est pour ça qu'on a même fusionné des familles monoparentales avec des couples avec enfants. Je sais que c'est pas le même concept, mais c'était aussi par question de présentation. Je vais juste compléter la réponse à Christophe. En effet, dans la base de données, si on regarde l'itinérance, c'est un code différent pour les personnes qui sont incarcérées. Donc, on peut vraiment identifier les groupes itinérants, on peut vraiment identifier les groupes de personnes qui sont incarcérées. Parfait. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que c'est un objectif ou... Ça pourrait devenir un objectif, mais je dois avouer que le problème quand on est devant ces banques de données-là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on avait pensé au début, qu'on voyait pas le potentiel. Et c'est pour ça aussi qu'on vous lance en fait la discussion, c'est de voir un peu, faire un peu le ménage de qu'est-ce qui serait intéressant à explorer parce que évidemment, moi, j'ai plus une perspective de santé mentale parce que je provient du domaine de la psychiatrie. Mais c'est vrai que pour des gens qui travaillent, qui prennent plus de la criminologie, ils pourraient voir un autre angle. Et c'est pour ça que ce serait intéressant, justement, qu'on vous présente tout ça, c'est de voir quelles sont les autres thématiques à faire émerger de tout ça, en fait. Parfait. On a une autre question d'un participant anonyme. Donc, voici, vu que 50 % des personnes ayant un trouble d'usage des substances ont consulté aux urgences, quelles sont les recommandations à formuler pour une meilleure prévention? En fait, ça va dépendre un peu pourquoi ils sont allés à l'urgence, quelle est la raison. En fait, ce qui est quand même assez alarmant, et c'est pas juste lié aux substances, on voit souvent que les gens, quand ils font une tentative de suicide, ils ont consulté auparavant un médecin dans la dernière année ou dans les mois qui précèdent. Et donc, ici, ils sont suivis au centre de réadaptation. Ça veut dire à quelque part, on ne détecte pas rapidement les signes de détresse liés qui pourraient mener à une tentative ou à des situations suicidaires. Donc, c'est une pratique qui existe dans les pays norvégiens, suédois, scandinaves, de toujours reposer la question par rapport aux idées, aux tentatives de suicide. C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, mais ils avaient commencé à le faire dans les pays scandinaves. Ils ont vu que ça avait diminué pas mal les passages à l'urgence, justement, parce que on oublie, on se concentre sur la problématique de la consommation et on oublie des fois à poser. C'est juste une question systématique qui devrait apparaître à chaque rencontre, qu'on devrait juste avoir l'œil ouvert là-dessus et ça a démontré un certain effet dans les pays scandinaves. On pourrait peut-être le faire si c'est ça la problématique. Sinon, on voit que c'est beaucoup aussi lié à des maladies physiques. Donc,
peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la prise en charge aussi. On sait que c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille, que c'est pas facile d'avoir toujours un suivi, mais ce serait de voir aussi les problématiques d'une personne, voir la problématique au-delà de la dépendance, au-delà de la substance, ou au-delà du jeu ou d'Internet, voir que la personne a aussi est un tout et explorer aussi les dimensions de la santé physique, de la santé mentale. On le fait un peu plus à cause des troubles concomitants parce qu'on est au courant, mais je crois qu'il faut vraiment élargir, voir que le patient, l'usager, la personne a différents types de besoins et que ça se communique entre eux aussi. Donc, le voir de manière plus holistique et vraiment ne pas négliger le côté médical, physique des personnes qui, même si on soins psychosocial, de voir aussi le volet médical. Parfait. Lia, est-ce que tu souhaitais Oui, ajouter quelque chose? oui, c'est vraiment ce que Christophe a dit. On a déjà étudié dans d'autres populations, par exemple, les personnes qui utilisent l'urgence, pas seulement dans cette base, les déterminants d'utilisation de l'urgence. Donc, et ça, on peut explorer en plus en regardant, comme Christophe a dit tantôt, les comorbidités. Et aussi, on voit dans cette cohorte, si vous avez vu dans les diapos d'utilisation de l'urgence, qu'on a 18% de la population qui a eu 3 visites de plus. Dans la définition d'utilisation de services d'urgence, 3 visites de plus sont des personnes qui sont grands utilisateurs de l'urgence. Donc, on voit déjà dans notre population qu'il y a environ 20% qui sont des grands utilisateurs de l'urgence. Donc, on peut explorer en plus les déterminants de cette récurrence d'utilisation de l'urgence. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Moi, j'en ai d'autres. Ah oui, voilà, il y a une question vient de surgir, donc de Shane Knight. Avez-vous vu un lien entre un manque de scolarisation et les problèmes de SPA et de santé mentale? Pour l'instant, nous avons surtout fait une étude qui, vous voyez, c'est très, très descriptif. On s'est concentré aussi sur certaines populations, donc par exemple, les gens qui consomment du cannabis et qui ont une consommation problématique de cannabis. Donc, de point de vue plus général, on n'a pas décortiqué ça, mais c'est une chose effectivement qu'il faut voir. Mais c'est vrai que dans le... en fait, je recommence. Nous avons soumis un article sur la typologie des personnes qui consomment du cannabis. Et nous avons pu voir que, en fait, ça dépend. On a fait dégager 5-6 profils et certains sont très scolarisés, certains ne le sont pas du tout. Et on peut le voir, et on a regardé aussi par rapport à leur niveau de santé mentale, on peut voir aussi que c'est très variable. Il y a certains types qui ont très peu de problèmes de santé mentale, alors que d'autres l'ont plus. Certains sont des groupes qui sont plus qui sont très scolarisés, qui ont un emploi, qui sont la petite famille parfaite et tout, mais qui sont dans un autre profil. Donc, on a pu dégager 6 profils, en fait, différents, juste uniquement parmi ceux qui étaient là pour du cannabis, mais on pourrait aussi faire pour l'ensemble, mais c'est effectivement une question qu'on pourra creuser pour d'autres substances. Mais lorsque l'étude va être prête et publiée, on pourra connaître les résultats. Parfait, merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, peut-être que je peux y aller. On aurait du temps pour une petite dernière. Là. Donc, si quelqu'un veut se manifester, c'est le moment. Voilà. Voilà. Myriam Beaulieu. Donc, bonjour, merci pour votre présentation et vos travaux. Les données que vous avez en main permettraient-elles de faire ressortir la trajectoire de dépendance au long cours, donc parfois appelée chronique dans la littérature, et d'explorer leurs caractéristiques associées? Oui, à condition évidemment que les données soient quand même enregistrées, mais c'est ça, comme on le dit en début de présentation, surtout quand on parle des services médicaux, on part de 1996 on l'espère jusqu'à aujourd'hui, donc on est sur une période de quasiment 25 ans. Donc, pour voir la chronicité, je crois que c'est quelque chose qui est possible, évidemment, tant que l'information est enregistrée. On peut suivre chaque personne chaque année et même chaque mois, si on veut, parce que chaque service rendu, on a l'heure et la date pour la plupart du temps.
Donc, ça permet de voir aussi si la personne revient plusieurs fois dans le même mois pour différentes problématiques et pourquoi la personne arrive et par quelle porte. Est-ce que c'est la porte du CLSC, c'est la porte de l'urgence, c'est la porte d'une clinique externe. Donc, en termes de trajectoire des services et de chronicité, oui, on peut voir les différents déterminants de cette utilisation-là. D'ailleurs, Marie-Josée Fleury travaille beaucoup sur ces questions-là de différentes manières. Donc, oui, il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Lia, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, en effet, comme je parlais dans les avantages du BDA, c'est vraiment de faire les études longitudinales. Donc, soit dans ces banques, comme nous avons montré, nous avons l'année index, c'est 2012-2013, mais nous pouvons faire des études prospectives, donc en 2000, regarder qu'est-ce qu'il a eu après une visite à l'urgence d'une personne qui a une consultation au sein de réadaptation. Nous pouvons suivre jusqu'à 2021. Donc, ça, c'est vraiment un bel trajectoire que nous pouvons faire, soit rétrospective, soit prospective. Nous pouvons suivre parce que les BDCU, comme nous avons montré dans notre présentation, c'est disponible à partir de 2014-2015. Donc, nous pouvons suivre les patients qui ont eu des visites à l'urgence et regarder les indicateurs de qualité des services, donc les visites après 7 jours à l'urgence, les visites dans 30 jours, et aussi la fréquence d'utilisation des services par rapport à les hommes praticiens, les psychiatres. Et aussi, là, un autre indicateur que nous n'avons pas abordé dans la continuité des soins, mais ça rapport à la fréquence d'utilisation chez les personnes qui ont consulté un praticien, donc la continuité des soins. Donc, on pourrait vraiment développer plusieurs études dans la trajectoire des soins de ces participants. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire, en fait. Je vous laisserai peut-être le mot de la fin avant de conclure la séance. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour notre auditoire? Ouais, je veux dire que c'est quand même des données qui sont quand même relativement préliminaires. Il y a beaucoup de choses à faire, mais que si vous voulez nous donner un coup de main, de nous écrire et on pourra aussi mieux discuter parce que j'avoue que sur un format webinaire, vous venez de recevoir les résultats pour la première fois, mais ce serait effectivement quelque chose à faire aussi, pas juste entre chercheurs, mais aussi avec les intervenants de voir est-ce qu'il y a des questions que vous vous êtes posées au cours de votre pratique, au cours des dernières années, que vous pensez que vous avez besoin d'un appui qui ça pourrait vous servir. Donc, c'est vraiment une invitation que je vous lance, en fait, de communiquer avec nous pour que ces résultats-là vous servent également et vous soient utiles. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Donc, moi, j'aimerais remercier votre présence et aussi remercier à Christophe d'être à mon côté, c'est toujours très agréable. Et remercier aussi à Nicolas et Émilie et aussi Marie-Josée, qui, je pense qu'elle est là, et toute l'équipe. Merci infiniment à vous deux. Je viens de voir qu'il y avait une autre question. Fait que si on a encore une petite minute, je pense qu'on peut... Bon, c'est pas traditionnel là, de faire les remerciements puis de revenir aux questions, mais c'est ça, hein, c'est ça le télétravail puis tout ça. Donc, si vous avez une petite minute, je peux la lancer peut-être? Oui. Parfait. Donc, une question de Jean-Charles Kettley. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce qu'on a pu comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes demandent moins d'aide que les adultes? Donc, d'abord, bonjour Kathleen, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des nouvelles, donc content que tu sois là. Donc, de manière générale, il y a déjà une bonne partie que c'est les hommes dans la vingtaine qui consultent moins parce que, ils sont généralement en santé, ils ont peu de raisons de consulter. Il y a aussi cette perception que ça va passer, ça va bien aller. Les maladies chroniques n'ont pas encore fait leur apparition, je parle du point de vue physique,
Donc, ils ont moins de propension à consulter parce qu'il y a aussi ce phénomène qu'on appelle mais ça, c'est les deux sexes, ou même les trois, c'est ce qu'on appelle ce genre d'optimisme où la personne pense que ça va bien aller. Le fameux ça va bien aller. Les choses vont se régler. Et les problèmes, c'est les autres qui ont des problèmes. Moi, ça ne va jamais m'atteindre. C'est comme s'ils se sentent immunisés par rapport à. C'est les autres qui tombent malades, c'est les autres qui sont déprimés, c'est les autres qui leur consommation d'alcool dérape. C'est pas moi. Et cet optimisme a tendance à s'estomper à partir de la trentaine. Et je pense que c'est l'une des raisons, notamment, mais les adultes émergents, on sait qu'ils ont ce côté-là de cet optimisme, ce biais d'optimisme qui pourrait expliquer leur non-consultation notamment, mais il y a différentes autres raisons aussi. Lia, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose à cette question? Non, je pense que Christophe a tout parlé. Ah, bon, c'est bien. Ben, merci beaucoup. Donc, maintenant, il y a officiellement plus de questions. Merci beaucoup à vous deux pour cette conférence super intéressante. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à cette conférence aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présents en grand nombre et on souhaite vous revoir lors des autres activités dans le cadre du CRI.